Salut les gars, ça bouge? Lorsque les zombies ne sont plus un groupe épars mais sont bien entraînés avec un objectif clair, cela devient une existence véritablement terrifiante. L'histoire commence par un homicide étrange. Lorsqu'un homme rentre chez lui, il découvre que le circuit électrique est inexplicablement endommagé et des signes montrent que quelqu'un s'est déplacé dans la pièce. L'homme pense qu'un cambrioleur est entré dans la maison, mais lorsqu'il s'approche de la fenêtre pour vérifier, une silhouette effrayante apparaît soudainement derrière lui. Réalisant que quelque chose ne va pas, l'homme se retourne et frappe l'inconnu derrière lui, mais il ne ressent aucune douleur. L'inconnu contre-attaque immédiatement. Il est agile, puissant, et neutralise rapidement l'homme avec facilité. Immédiatement après, il mord l'homme au cou. Le corps de la victime développe alors des poches de pus dégoûtantes. Il tombe au sol et meurt sur le coup. Mais l'inconnu ne s'en va pas. Son corps commence à se désintégrer et finit par se transformer en cadavre en décomposition. Peu après, la police reçoit un signalement et enquête sur les lieux. Mais ce qui est étrange, c'est que le meurtrier resté sur les lieux était visiblement mort depuis 2 mois et demi. Pourtant, ce corps est revenu à la vie pour tuer, ce qui provoque une sueur froide chez les policiers présents. Comment est-il revenu à la vie et dans quel but? Pour tuer cet homme? La police n'a aucun indice à ce sujet. Cependant, alors qu'ils sont à court d'idées, Jong-hee, en pleine interview, reçoit un appel d'un homme mystérieux qui affirme être le véritable meurtrier et prend rendez-vous avec Jin-hee pour une interview en direct le lendemain à 14h30 à un endroit précis. Lorsque la police apprend la nouvelle, elle ne rate naturellement pas cette occasion parfaite d'attraper le meurtrier. Ainsi, sous la direction du petit ami de Jin-hee, Sung-joon, la police déploie un grand nombre d'agents à l'endroit prévu pour l'interview, prête à procéder à une arrestation le lendemain. Le meurtrier se présente comme prévu. L'interview commence rapidement, et l'homme répond à toutes les questions de Jin-hee sans détour. Non seulement il révèle son nom et sa carte d'identité, mais il révèle également qu'il est un lanceur de sorts capable de manipuler les cadavres. Il a bien commis le meurtre de la veille. Jin-hee ne peut croire une chose aussi absurde que manipuler un cadavre pour tuer. Mais l'homme affirme qu'elle y croira bientôt. Car le but de son interview est de lancer un avertissement. Dans les jours suivants, il commettra 3 autres meurtres, en donnant les détails des lieux, des horaires et des personnes qu'il tuera. Il s'agit de 3 dirigeants de Seichi Pharmaceuticals, à savoir la directrice Min-sia, le directeur exécutif Sang-in et la présidente Sung-ha. Bien sûr, il existe un moyen d'empêcher cela. Il suffit que Sung-il, le président de Seichi Pharmaceuticals, présente publiquement des excuses. Et c'est à Jin-hee de juger si elles sont sincères ou non, et de les diffuser en direct sur tout le réseau. À peine a-t-il prononcé ces mots que l'homme sort un poignard de ses vêtements et prend Jin-hee en otage, essayant de profiter de l'occasion pour s'enfuir. Lorsqu'ils atteignent le hall du premier étage, Jong-hee. Elle remarque une marque sur le bras de l'homme. Puis, comme le meurtrier du début, son corps commence lentement à pourrir et se transforme en cadavre. Il s'avère qu'il n'était qu'une marionnette manipulée. Quelle est l'origine de ce sort étrange? Et pourquoi le manipulateur vise-t-il une entreprise pharmaceutique? Sur la base de ces 2 questions, la police lance rapidement une enquête. Elle découvre d'abord que le sort permettant de manipuler les cadavres est une forme de sorcellerie maléfique. En se basant sur les marques uniques en écriture indonésienne présentes sur le cadavre, cette sorcellerie provient d'Indonésie. En combinant la terre près du cadavre avec le sang du lanceur de sorts, le cadavre peut être manipulé à volonté. Pendant ce temps, Sung-joon mène ses hommes auprès de la haute direction de Seichi Pharmaceuticals pour comprendre pourquoi le meurtrier s'est vengé de l'entreprise. Comme le président Seong-yeol a pris sa retraite, sa fille Mi-yeon est maintenant à la tête de l'entreprise. Cependant, malgré les interrogatoires, ils n'obtiennent aucun indice utile. Ils découvrent seulement que l'homme tué au début était également un chercheur dans leur entreprise. Évidemment, le tueur agit avec un objectif précis, mais il ne s'en prend pas à Seichi Pharmaceuticals sans raison. L'entreprise doit cacher un secret inconnu. Et en effet, ce fut un choc lorsque la vérité est sortie de la bouche d'un prisonnier. La police a appris que Seichi Pharmaceuticals avait utilisé des corps vivants dans des essais cliniques inhumains afin de développer de nouveaux médicaments. Pour obtenir une compensation élevée, les prisonniers ont recruté plus de 100 cobayes pour l'entreprise sous prétexte de travail à temps partiel. Mais après les expériences, tous sont morts. Les expériences étaient étroitement liées à cette société. À l'approche de l'heure du meurtre, la police a déployé de nombreuses forces spéciales dans le bâtiment de Seichi Pharmaceuticals pour protéger les personnes figurant sur la liste. Ils pensaient être en sécurité. Mais à mesure que le moment approchait, les meurtres planifiés par le tueur se sont produits comme prévu. Shin-hee, qui diffusait en direct depuis le rez-de-chaussée, se retourna et vit un zombie en robe grise apparaître devant elle. Immédiatement après, d'autres zombies se rassemblèrent de manière uniforme sur la place en bas. Tous étaient des sujets morts lors des expériences, désormais manipulés par le meurtrier pour se venger. Leur seul but était de tuer la première personne sur la liste, Min-sop. Les forces spéciales, voyant cela, se mirent en position. Lorsque la marque apparut sur leurs bras, l'armée de zombies entra en mouvement. Ils étaient agiles, précis, et ignorèrent les civils comme les forces armées. Et en un instant, ils franchirent les défenses et se déversèrent dans le bâtiment comme une vague déchaînée. Min-sop, à l'étage, fut instantanément pris de panique en voyant la scène, et les forces armées n'eurent d'autre choix que d'ouvrir le feu pour les arrêter. Mais les balles qui pleuvèrent sur ces zombies étaient inutiles. Ils tombaient, puis se relevaient immédiatement, franchissaient la dernière ligne de défense et fonçaient vers les escaliers. La police ne pouvait rien faire.
Elle tenta de couper l'éclairage du bâtiment pour ralentir les zombies, tout en escortant Minshop vers l'ascenseur de secours. Mais au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent, les zombies étaient déjà devant eux. Et pourtant, ils étaient à plusieurs dizaines d'étages du sol. Cette vitesse est stupéfiante. Cependant, les zombies regardèrent Minshop s'éloigner et s'arrêtèrent immédiatement, car ils avaient un moyen plus direct et plus rapide de descendre. On vit alors les zombies sauter les uns après les autres. L'impact énorme ne les blessa pas, et ils se relevèrent rapidement. Quelques dirigeants, escortés par la police, venaient à peine d'atteindre le parking souterrain. Les zombies surgirent de la cage d'escalier à ce moment critique. Jean-Yi écrasa un zombie avec sa voiture à temps pour leur donner une chance de s'échapper. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ces zombies savaient aussi conduire. Un grand nombre de zombies prirent des taxis abandonnés au bord de la route et suivirent rapidement la piste pour les rattraper. Ainsi débuta une poursuite acharnée sur l'autoroute entre les deux camps. Avec leur corps mort-vivant, les zombies se lancèrent en suicide pour essayer de bloquer la fuite, bien que Sung-Jun, grâce à ses talents de conducteur hors pair, parvienne à les éviter. En entrant dans le tunnel, les zombies utilisèrent une tactique d'encerclement et bloquèrent directement la voiture de Sung-Jun au centre. Puis, un zombie sortit du taxi et attaqua leur véhicule. Le pare-brise fut rapidement brisé sous l'attaque féroce du zombie. Certains en profitèrent pour briser les vitres et entrer. Sung-Jun tira en réponse, mais cela ne suffit pas à les repousser. Après une grande résistance, la voiture de Sung-Jun parvint à échapper à une grande partie des zombies, mais un seul resta et attaqua le conducteur. Au moment où la voiture sortit du tunnel, elle s'arrêta car le conducteur avait été infecté par le virus et des zombies l'entourèrent aussitôt. Selon le plan du meurtrier, il voulait uniquement tuer Minstop. Ainsi, Minstop fut sorti de la voiture et capturé vivant par un groupe de zombies. Après avoir accompli leur mission, les zombies fixèrent Sang-In, le directeur exécutif présent dans la voiture, comme pour lui faire comprendre qu'il serait le prochain. Ensuite, ces zombies se décomposèrent et tombèrent à genoux sur place. Dans le combat contre les zombies, Seong-Jun fut malheureusement attrapé par la main droite d'un zombie, mais l'infection ne fut pas particulièrement grave. À l'hôpital, après quelques soins, sa vie ne fut plus en danger. Après cet incident, Sang-In sut qu'il serait le prochain. Il alla donc voir Sung-Il, le président du conseil d'administration, espérant que celui-ci présenterait des excuses en direct conformément aux instructions du tueur. Mais à sa grande surprise, Sung-Il refusa immédiatement, invoquant l'avenir de l'entreprise. Cependant, en voyant le visage terrifié de Sang-In, il déclara qu'il allait en discuter avec sa fille, Mi-Young. Sang-In n'eut pas d'autre choix que de partir. Et alors qu'il atteignait la porte, il croisa Mi-Young, qui venait de revenir. À ce moment-là, Sang-In comprit enfin que l'entreprise n'était plus entre les mains de Sung-Il, mais de Mi-Young, devant lui. L'expérience clinique avait également été planifiée par Mi-Young pour gagner plus d'argent. Cette Mi-Young est complexe, et du côté de la police, afin de retrouver le véritable meurtrier, ils se tournèrent à nouveau vers le prisonnier. Cette fois, le prisonnier donna un nouvel indice. Il raconta que peu après la mort des sujets d'expérimentation, un vieil homme indonésien l'avait approché et lui avait dit que sa fille avait disparu après avoir travaillé à temps partiel chez Seichi Pharmaceuticals. Mais le prisonnier n'était chargé que du recrutement des personnes. Ce qui s'est passé à l'intérieur de l'entreprise, il l'ignorait. Alors, le prisonnier lui donna le numéro de téléphone de son contact chez Seichi Pharmaceuticals. Par la suite, la personne de contact disparut en même temps que les 100 cadavres. D'après l'enquête, le prisonnier affirma que ce contact était l'homme vu dans l'interview du cadavre réanimé. Apparemment, le véritable coupable est le vieil homme venu d'Indonésie. Il ne reste plus qu'à le retrouver pour mettre fin à tout cela. Entre-temps, Sang-In, qui sentait sa fin proche, finit par retrouver l'équipe et révéla ce qu'il savait pour sauver sa peau. Il s'avéra que l'expérience humaine n'avait pas pour but de créer un nouveau médicament pour sauver des vies, mais de rechercher une arme biochimique destinée à tuer, ce qui provoqua l'incident. À présent, Sang-In ne pouvait plus se soucier du reste. Il remit la liste des sujets d'expérimentation, espérant que la police pourrait tout arrêter au plus vite. Peu après le départ de Sang-In, Jin-Hee eut soudain une idée. Puisque ce sort maléfique nécessitait de la terre du lieu de décès, ces sujets étaient morts dans l'ancien institut de Seichi Pharmaceuticals. Le vieil homme venu d'Indonésie avait donc forcément été sur les lieux. En pensant à cela, l'équipe partit immédiatement. Et à cause de l'accident survenu pendant l'expérience, l'institut avait été abandonné depuis longtemps. Après une recherche minutieuse, ils découvrirent une scène inquiétante dans une pièce. Les murs étaient recouverts d'énormes motifs d'apparence terrifiante. Ce motif pouvait-il être lié à la manipulation des cadavres? Alors que les deux hommes explorèrent les lieux, ils entendirent soudain un bruit étrange. Ils se précipitèrent vers la source du bruit. Mais en avançant, Jin-Hee sentit que quelque chose n'allait pas derrière eux. Et ce n'était pas tout. Alors que d'autres zombies les poursuivaient, ils s'enfuirent. Mais les zombies étaient trop rapides, et Young-Soo fut assommé par l'un d'eux. Le zombie attrapa également Jin-Hee par le cou. Au moment critique, une silhouette surgit pour sauver Jin-Hee. Il s'agissait de sa sœur, So-Jin, qui, tout comme le vieil homme d'Indonésie, était également une lanceuse de sorts. Il s'avéra que So-Jin avait été autrefois hantée par des esprits malfaisants. Elle était donc partie au Japon pour trouver un moyen de s'en libérer. Mais elle y resta 2 ans et demi à pratiquer la danse, sans succès. Elle se rendit ensuite dans un temple en Chine. Là, un moine expérimenté l'instruisit.
Bien qu'elle ne trouva toujours pas de méthode pour rompre la malédiction, elle apprit à manipuler les esprits maléfiques grâce à un sort. C'est ainsi qu'elle devint par accident une lanceuse de sorts. S'étant sentie connectée au danger que courait sa sœur, elle était venue à son secours. Sojin posa alors ses 2 mains sur les joues du zombie. Le corps du zombie commença à se tordre jusqu'à se déformer complètement. Voyant que les autres zombies arrivaient, les 3 prirent la fuite. Avant que les zombies ne les rattrapent, ils se cachèrent dans un laboratoire. Sojin, le visage calme, sortit un pinceau spécial et traça un motif sur le sol. En quelques secondes, elle appuya ses doigts ensanglantés sur le sol et un mur d'invisibilité apparut lentement. Mais Young-soo, qui luttait contre les zombies, n'eut pas le temps d'entrer. Voyant les zombies sur le point d'enfoncer la porte, il dut se cacher sous une table. Les zombies entrèrent et ne virent pas les 2 sœurs. Mais Young-soo, caché sous la table, attira leur attention pour les sauver. Sojin dut alors sortir au péril de sa vie. Bien qu'elle fût très puissante, mais ils étaient en infériorité numérique. Après quelques échanges, plusieurs zombies tombèrent rapidement sous leurs coups. Young-soo tenta d'aider, mais fut projeté au loin. Cependant, Jin-hee parvint à intervenir à temps et mit le zombie à terre. Sojin profita de l'occasion pour toucher la joue du zombie et utilisa la même méthode pour éliminer le dernier. Lorsque le trio s'échappa de l'institut, il était déjà le lendemain. Mais à leur grande surprise, Sang-in, accablé par la pression, choisit de se suicider. Pendant ce temps, Sung. Il accepta également de présenter des excuses publiques. Mais ces excuses n'étaient pas du tout sincères. Quelques mots expédiés à la va-vite, puis il s'en alla précipitamment. Cela ne stopperait pas les meurtres, mais rendrait le tueur encore plus furieux. Pendant ce temps, le capitaine au poste de police, après avoir enquêté sur la liste des sujets d'expérimentation, finit par retrouver la fille du vieil homme indonésien. Il envoya immédiatement l'information à Jin-hee, qui s'excusait en direct. En voyant le message, Jin-hee ressentit un frisson, car cette fille était son assistante. Il s'avérait qu'il y a seulement quelques jours, Jin-hee avait interviewé la fille manipulée par le vieil homme indonésien dans l'entreprise et qu'elle était devenue son assistante. D'un autre côté, les policiers restés à l'institut et qui la recherchaient découvrirent la cachette du vieil homme. Avec l'aide de Sojin, le vieil homme abandonna son déguisement et manipula directement sa fille pour confronter Jin-hee. En regardant les paroles creuses de Sung, sur scène, le vieil homme entra dans une rage folle. Les lumières du studio clignotèrent. Il manipula les corps de sa fille et se dirigea vers Sung-il. Les autres tentèrent de l'arrêter, mais le vieil homme avait perdu la raison et était déterminé à faire payer Sung-il de sa vie. Sung-il et Mi-yeon prirent la fuite, mais furent arrêtés en chemin. Alors qu'elle tendait lentement la main, son corps commença soudainement à pourrir d'un côté. Il s'avéra que Sojin avait interrompu le sort du vieil homme à un moment critique, permettant à Sung-il de s'échapper. À ce moment, le vieil Indonésien versa des larmes de résignation, ne s'attendant pas à ce qu'au final, il échoue non seulement à tuer son ennemi de ses propres mains, mais aussi à obtenir ne serait-ce qu'une simple excuse pour la mort tragique de sa fille. Cependant, ce n'était pas encore la fin. Mi-young, celle par qui tout avait commencé, entra dans la pièce où son père se cachait. Sung. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'il échapperait à la vengeance de ses ennemis, mais non à la main empoisonnée de sa propre fille. Pour éliminer tous les témoins, Mi-young enleva un doigt de la jeune fille avec du papier toilette. Pendant que Sung-yeol ne regardait pas, elle lui trancha le visage. Bientôt, Sung-il s'effondra au sol, infecté par le virus. Lorsque la police arriva, Mi-young fit semblant de pleurer de douleur. Sans qu'elle ne le sache, tout avait été filmé par les caméras de surveillance. Avant l'interview, ils avaient installé une caméra sur la poitrine de Sung-il et diffusé toute la scène en direct. Cela signifiait que tout ce qu'elle venait de dire, ainsi que l'acte de tuer son propre père de ses mains, avait été rendu public. Les preuves étaient accablantes, et Mi-young fut arrêté sur le champ et puni. Et tout ce que le vieil homme indonésien avait fait pour sa fille et pour tous les cobayes innocents trouva enfin une fin parfaite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.